Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, comme hier, dans les allées du mondial de l'automobile, autour des grands enjeux notamment du groupe Renault, de la marque Renault, alors non, du groupe Renault. On va d'abord parler communication. C'est une phrase qu'on prête à un ancien dirigeant de Renault quand il a débarqué dans l'entreprise. Le slogan, c'était « Voiture à vivre ». Il a dit « C'est bien des voitures à vivre, mais j'aimerais bien des voitures à vendre ». Bon ben voilà, comment est-ce qu'on vend aujourd'hui des voitures et des automobiles? Et puis ensuite, on ira avec la marque Dacia. Enfin, Dacia, elle est en pleine révolution, nouveau logo, nouveau message, nouveau concept. Vous allez voir tout ça, c'est parti. On va démarrer le défi des ventes. Je rappelais, donc c'est Arnaud Belloni qui va nous accompagner, directeur marketing monde de Renault. On peut encore, ça, je ne vais pas être frappé d'anathème si je cite encore Carlos Ghosn. On raconte beaucoup que... Tu cites qui tu veux. On raconte beaucoup que quand il a débarqué chez Renault, c'était voiture à vivre, le slogan. Il a dit, c'est bien la voiture à vivre, j'aimerais bien des voitures à vendre. Ouais, je sais pas si, je sais non, pas elle est si vraie cette histoire. Elle est vraie cette histoire. J'y étais moi à l'époque. Moi j'y étais à l'époque. Mais oui, effectivement. Bon, mais c'est bien de faire des voitures à vendre, à vivre. Ouais, non mais c'est ça. Alors, justement, ça m'intéresse parce que c'est quoi une voiture à vendre? Bah ça, il faut lui demander. Non, mais pour toi, c'est quoi une voiture à vendre? Non, une voiture à vendre, c'est une voiture qui touche le cœur des gens. C'est-à-dire que tu sais que le critère d'achat numéro 1 d'une automobile, c'est son design. Non, je sais. Ben voilà, ça, je sais pas. Donc c'est le critère d'achat numéro 1. Les gens pourraient estimer que c'est la technologie ou le prix. En fait, c'est pas vrai. C'est le design. Ça alors. C'est l'esthétique du véhicule, en fait, pour parler simplement. Et donc la route qu'on suit actuellement, elle est finalement assez simple. Aujourd'hui, on a deux catégories de produits. On a les véhicules qui sont les véhicules icônes ou légendaires, la Renault 5 et la Renault 4. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sagas, c'est-à-dire des véhicules qui ont eu un grand succès déjà. Ouais. Les Twingo, il y a eu plusieurs générations. Ouais. Les Clio, plusieurs générations. Mégane, plusieurs générations. Espace, plusieurs générations. À partir du moment où tu ramènes à la vie ces icônes et ces véhicules sagas, tu gagnes un temps fou parce que tu touches le cœur des gens. C'est-à-dire que tu vas chercher au fond de leur cœur quelque chose qu'ils ont connu. Voilà. Pour expliquer simplement. Je vais te faire plaisir, d'une certaine manière, je vais te faire plaisir, et en même temps pas tout à fait, mais il se trouve que ma femme et moi, je raconte ma vie, mais j'aime bien raconter ma vie. On a longtemps eu une Clio, voilà. Et puis, va savoir pourquoi on a changé de constructeur. On dit toujours la Clio. On dit toujours où est la Clio. On dit toujours qui a pris la Clio. Ça, tu sais, on dit toujours... ce phénomène, ça s'appelle une marque générique en fait. Voilà. En anglais, c'est category name. C'est ça. Marque générique. C'est ça. Et ça veut dire qu'elle a fait son boulot là, la Clio. Ouais, mais ça se travaille par exemple. Justement, c'est ça qu'il faut. C'est ce que tu me disais, les sagas, c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça, exactement. Voilà, tu as raison. Donc ça, c'est très intéressant. Je n'avais pas cet exemple en tête, mais effectivement, c'est pour ça que très certainement, si la prochaine, parce que tu n'as pas l'actuelle, donc si la prochaine génération Clio te séduit, qu'elle est irréprochable, tu reviendras chez nous. Non, voilà. Alors moi, c'est l'autre problème que j'ai, c'est que je veux plus acheter de voiture neuve. C'est pas grave, comment tu peux la louer. Non, mais comment parce que je dois pas être tout seul dans ce cas-là. Comment est-ce que tu arrives à me convaincre? Comment est-ce que tu travailles pour me dire si, il faut continuer à acheter des voitures neuves? C'est ça ton enjeu aujourd'hui. En fait, tu n'es pas obligé d'acheter les voitures neuves, tu peux aussi louer des voitures neuves. Ouais. Tu as plusieurs types de locations. Maintenant, tu as même la souscription qui arrive. Hier, on était avec Mobilize, donc on a beaucoup parlé effectivement. La souscription, tu l'as pas simplement sur des petits véhicules urbains de mobilité, tu peux l'avoir sur des véhicules plus sophistiqués. Et ça, ce sont des offres qu'on va lancer dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, tu peux la louer aussi. Et puis, tu peux acheter aussi un véhicule d'occasion, pas très ancien. Donc, oui, mais ça intéresse moins le directeur marketing, on est d'accord? Ah non, ça m'intéresse tout autant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le client, la mobilité et sa fidélité. Moi, on ne fait pas de hiérarchie. C'est pas mieux ou moins bien d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Et le groupe n'a pas la même marge sur un véhicule neuf sur un véhicule d'occasion. C'est un business. Nous, ce qui compte, c'est de garder le client. Garder le client, c'est lui offrir toutes les solutions de mobilité possibles. Ouais. Renault élu annonceur de l'année, c'est ça, par le club des directeurs artistiques? Oui, c'est un grand honneur. Ouais. Le prix existe depuis 1969. Ça fait donc 53 ans, c'est ça? J'en sais rien. Et on l'a jamais gagné. Ça, Et on l'a jamais gagné. Ça alors? Et en fait, c'est le premier annonceur de France, Renault encore. Oui, mais c'est pas une question de volume. Non, pas du tout. Il y a des gens qui investissent plus que nous. Ah, c'est vrai? Là, ils n'ont pas validé le fait qu'on investissait beaucoup. Ils ont validé le fait qu'on était créatif. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce prix, il est décerné par les directeurs de création concurrents
de mon agence de pub. Bah oui. Et c'est ça qui est sympa. Bah oui. Et ils nous ont placés sur le podium, ce qui est un honneur, ce qui est un hommage à notre travail. Et donc on est super fiers de ça et on les remercie d'ailleurs. Carlos Tavares dit, pour citer encore, la France est autophobe. Est-ce que la France est autophobe? Lui dit la France est autophobe. Il dit, alors, quand on lui demande de préciser, c'est les autorités autour de l'automobile. Peut-être pas ceux qui achètent l'automobile, mais l'ensemble de ce qui entoure l'automobile est autophobe. Et ça rend les choses encore plus compliquées pour un directeur marketing. Non? Je ne crois pas que la France soit autophobe. Je ne crois pas que les Français soient autophobes. On va à peu près, je pense, sur ce salon accueillir 500 000 visiteurs en moins d'une semaine, entre 500 et 700 000 visiteurs en moins d'une semaine. Un Stade de France, c'est 80 000. Donc ça veut dire qu'on est à combien de Stades de France? Ouais. C'est pas mal. Ouais. En quelques jours, Ouais. moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient autophobes. Je pense qu'il y a des gens qui sont autophobes, mais ce ne sont pas les Français. Il y a peut-être des représentants des Français qui sont autophobes. Voilà, on va le dire comme ça. Mais ça veut j'essaie dire... de le dire le plus gentiment possible. Mais ça veut dire qu'il y a des messages qui sont autophobes, qui sont diffusés par l'ensemble de ces représentants. Comment est-ce que tu luttes contre ça? Alors, en fait, je pense que il faut savoir travailler avec une nouvelle génération de médias que sont les réseaux sociaux. Ah. Car ce sont des médias, en fait. On est bien d'accord. Et les réseaux, là, on est d'accord. c'est-à-dire que chaque, aujourd'hui, profil est un journaliste, en fait. C'est ça la révolution. Tout à fait. Et ça complique le job du directeur marketing parce que moi, j'ai 55 ans. Quand j'ai commencé ce métier il y a 31 ans, il y avait, des journalistes, j'avais des affiches à faire, une campagne de pub en presse, une page, Ouais. et un 4x3 et un film télé. Ouais. Maintenant, j'ai devant moi des médias, c'est-à-dire Pinterest, TikTok, Facebook, enfin, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais sans blague. LinkedIn, il y en a plein. J'ai Bismart. Tu sais quoi, je ne me considère pas comme concurrent de Ouais, TikTok. voilà, j'ai Bismart, j'ai plein de médias et j'ai une idée à développer. Par exemple, la Renault 4. La Renault 4, il va falloir que je la traite différemment sur LinkedIn, différemment sur Pinterest, donc que des photos, différemment sur Instagram, différemment sur Facebook, etc. Mais c'est la même idée, sauf que j'ai 10 fois plus de boulot qu'avant. C'est-à-dire que c'est devenu très compliqué et à la fois c'est devenu plus simple parce que avant, quand je lançais une voiture, là je vais être un peu technique. Vas-y, on est là pour ça. On préparait la campagne de pub, on faisait les essais presse, après on allait à l'église mettre un cierge en espérant que les journalistes écrivent des bons articles. Sauf que maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a la relation directe avec les internautes, les clients, qui nous suivent directement. Ouais. Donc c'est ça qui a changé. Ouais. Alors il y a toujours, évidemment, le journaliste, c'est un métier, donc si tu veux, c'est argumenté, réfléchi, etc. Et on doit gérer en plus des milliers de femmes qui sont devenues eux-mêmes prescripteurs, influenceurs, et qui, eux, sont pas toujours des méga spécialistes de l'automobile, qui réagissent avec leur cœur. Je comprends. Donc c'est devenu plus compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a des phénomènes de propagation de vraies informations, mais aussi de fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux parfois et qui sont compliqués à gérer. Voilà. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas été un peu trop compliqué. Non, parfait. La Renault 4, donc 4L. Oui. J'ai du mal à comprendre le retour du concept, là, retour vers le futur. Ça correspond à quelle, c'est ce que je disais. quelle logique? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour toucher le cœur des automobilistes, vous allez assez vite en utilisant des raccourcis émotionnels sur des voitures qui ont été des icônes. La Renault 4, ça a été la voiture française la plus vendue dans le monde. Oui, mais il y a tellement longtemps. Ah ouais, mais non, mais enfin, vous l'avez connu, Stéphane? À peine. Ouais, quand même. Nous, on l'a. Attends, on a moi, pas le même âge. Non, je l'ai connu. Moi, on a passé le permis dessus à l'armée. Hein. T'as passé le permis dessus à l'armée. Ouais. Non, mais voilà. Et donc, ça veut dire que tu ça veut dire que tu gagnes du temps. à une génération qui aujourd'hui a les moyens de t'acheter autre chose que les 4L, justement. Non, mais bien sûr, mais dans ce cas-là, si tu veux, bon, alors il y a deux types de générations. Il y a ceux qui s'en souviennent, et là, tu touches leur cœur, ça va très vite. Et ceux qui ne l'ont pas connu, c'est pour ça qu'on ne la traite pas néo-rétro, et c'est pour ça qu'on la traite rétro-futuriste. Quelle est la différence? La différence, c'est que... Pardon, excusez-moi, je regardais, Vas-y. Je regardais la Elle est voiture. derrière, là, c'est ça qui est là. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un très haut contenu technologique à l'intérieur de la voiture. Elle est 100% électrique. À l'intérieur, vous avez l'environnement Google Automotive System qui vous permet trois choses: de parler à la voiture, d'interagir avec la voiture. Tu nous fais la vente, là. Oui, un petit peu, c'est mon métier. Vous avez le Google Maps qui réagit en temps réel. Et surtout, vous avez, comme il y a le Google
Play, le store, vous pouvez intégrer dedans des apps et surtout vous aurez l'avatar qu'on a présenté tout à l'heure. Non mais l'avatar, là je crois que t'es largué là. Non, c'est juste que je regarde le design de... Enfin, on est très loin de la 4L, quoi, effectivement. Ah non, mais même, elle est pas... Mais non, elle est regarde, sympa, cette voiture-là. la partie carrosserie, t'es sur la 4L. Hein, y a pas... Tu vas faire un stage 4L. Bon, 4 minutes, parce qu'il faut qu'on parle. Tu es patron de la marque à l'échelle mondiale. Oui. Les différentes géographies dans lesquelles... Enfin, patron du marketing de la marque. Oui. Les différentes géographies dans lesquelles aujourd'hui travaille Renault. Alors bon, j'allais dire Russie, non, ça c'est fini. Inde, Colombie, Brésil, Colombie, Mexique. J'étais en Colombie et au Mexique. Tu sais qu'on est numéro 1 du marché en Colombie. Eh ben, je te l'apprends. Petit marché en même temps, la Colombie. Il n'y a pas de petit marché, il n'y a que des amis. Non mais, l'automobile y est considérée de manière radicalement différente par rapport à ce qu'elle peut être en Europe. Tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les messages qui sont un petit peu hostiles à l'automobile, qui sont compliqués à gérer, etc. J'imagine qu'en Amérique latine, en n'existent Inde, pas. et voilà. Ils n'existent pas. On va encore acheter une Là, voiture avec des étoiles dans les yeux. Les marchés les plus exigeants, là, en ce moment, ce sont les marchés européens. Sur les marchés en Inde, oui, on fait encore une cérémonie quand on livre la voiture. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, quoi. Tout à fait juste, oui. Et c'est ça qui porte le groupe, autant que ce dont on vient de parler et des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans les messages automobiles en Europe. En même temps, tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que Renault a toujours été une marque mondiale, Ouais. à la différence d'autres groupes français. Et quand on va en Colombie aujourd'hui, on est numéro 1 en Colombie. Pourquoi? Parce qu'on a construit une usine il y a très longtemps. Et on a une histoire. On est fait partie de la pop culture colombienne. C'est-à-dire qu'on fait partie de la vie des gens là-bas. C'est extraordinaire. Et en fait, on doit peu adapter nos messages, mais au moins là-dessus, on doit les adapter. Ouais. Ouais. Dernière question autour du bouleversement des modes de propulsion, des énergies, etc. Est-ce qu'il faut, face à un consommateur qui est quand même... Mais je te pose la question, il est perdu le consommateur face à l'automobile, le consommateur français, européen, là, aujourd'hui? Ouais, quand tu passes à une nouvelle technologie, il faut être un petit peu didactique. Il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer, etc. Ouais. Maintenant, tu sais, il y a des idées préconçues qui courent sur l'électrique. Par exemple, il y a pas mal de constructeurs qui se sont trompés de voie parce qu'ils ont imaginé qu'au départ, l'acheteur d'un futur véhicule électrique en avait rien à faire de la voiture. Et en fait, c'est une impasse complète. En fait, le client, l'automobiliste, il se moque probablement de savoir si c'est de l'essence, du diesel ou de l'électrique ou demain de l'hydrogène ou après-demain du solaire. Ce qu'il veut, c'est que ce soit fiable et ce qu'il veut, c'est du plaisir et ce qu'il veut, c'est de la fiabilité et de la commodité. Donc nous, on fait des voitures normales, des bagnoles, belles, propulsées par une technologie qui est électrique qui demain sera hydrogène. Et moi, ça ne change rien à mon marketing. Sauf que ce qui change, c'est que, évidemment, je dois l'accompagner dans le changement de techno, mais pas plus que ça. On peut se le dire, c'est la grande rupture de Tesla au moment où il est arrivé. C'est pas parce que c'est électrique que vous allez être dans une caisse à savon. Exactement, ils ont plutôt réussi ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait des vraies voitures. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci Arnaud. Merci pour toi, tout ça. Arnaud merci Belloni, de m'avoir donc, invité. Qui nous a accompagné, le directeur marketing monde de Renault. Et maintenant, on va continuer à parler un petit peu de marketing parce que c'est le grand rebranding qui est juste en face, celui de Dacia. Donc, on va aller retrouver le patron de la marque Dacia, justement. Bravo, vive Dacia. On repart les amis, donc on repart avec la marque Dacia, avec Xavier Martinez. Salut Xavier, directeur marketing, vente et opération de Dacia. Mais il fait quoi le patron? Non, parce qu'une fois que tu as fait tout ça, là, il reste quoi? Il y a quand même beaucoup de travail à faire en amont sur la stratégie produit, la stratégie industrielle, les achats, s'assurer que tout ça à la fin, ça ramène un petit peu d'argent, c'est important. Bon, on démarre avec le pins là, avec donc le nouveau logo. Alors, nouveau logo, on a tous entendu parler du nouveau logo de Dacia. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il fallait un rebranding de la marque? C'est un moment important pour nous parce qu'effectivement, on est en train de passer un cap. La marque Dacia est en train de grandir. On va dire les deux principales raisons d'achat sur le marché, quel que soit le pays, quel que soit le segment, c'est le prix et le design. Jusqu'à présent, on était connu pour le prix. C'est marrant. Je dis parce que vous étiez là il y a 5 minutes. Le directeur marketing monde de Renault, il dit que c'est le design, lui. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est le prix. En fait, c'est ça le problème. Vas-y, continue. Le prix et le design. Dacia était connu pour le prix. Et à un moment donné, on avait envie finalement de rendre la marque plus forte. Parce que finalement, quand on est connu que pour le prix,
on devient vulnérable. Demain, il peut y avoir un autre acteur qui arrive sur le marché qui finalement met un prix plus bas et finalement on perd notre avantage concurrentiel. Donc l'idée était vraiment de développer la marque, l'amener vers le haut, sans renier ce qu'on a fait jusqu'à présent. On veut rester la marque avec le meilleur rapport qualité-prix, mais on veut également ajouter un peu de valeur émotionnelle à l'achat d'une Dacia. Le design doit être attractif et c'est pour ça en fait qu'on veut montrer par ce changement de logo que la marque est en train d'évoluer sans se renier. Donc deuxième phase de l'histoire de la marque, vraiment. Oui, deuxième phase, on va dire, deuxième phase, troisième phase, je ne sais pas, mais c'est une nouvelle évolution dans... Si celle-là, c'est pas la deuxième, c'est c'est quoi la deuxième? La deuxième, c'était le lancement de Duster, je pense. Ouais, c'est ça. En Oui, 2010-2011. parce qu'il faut se souvenir, au départ, effectivement, dans la tête de Schweitzer, puis ensuite de Ghosn, c'est Logan, un seul modèle. La fameuse etc. voiture à 5 000 $, Voilà, finalement, donc on a lancé le Logan, mais C'est après, vrai. le Duster, c'était quand même l'arrivée d'un modèle beaucoup plus attractif, C'est vrai. qui a cartonné, qui nous a aidé d'ailleurs à tirer l'image de Dacia vers le haut. Et là, quelque part, c'est une nouvelle étape où on montre que Dacia, finalement, étend sa gamme, mais tout en gardant finalement quelques marqueurs spécifiques qu'on retrouve sur l'ensemble des modèles. On peut le préciser d'un mot, je ne sais pas si c'est encore vrai, plus forte contribution à la marge opérationnelle de Renault. Une bonne contribution à la marge La opérationnelle plus du groupe forte. La Renault. plus forte. Une bonne contribution à la Tu marge veux opérationnelle de Renault. pas confirmer que c'est la plus Non, forte? moi, je ne m'occupe pas de la finance, moi. Non, c'est vachement intéressant. Mais alors, tu vas me confirmer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement le client est rassuré sur le prix, je vais le dire comme ça, il se paye toutes les options possibles et imaginables. Oui, mais c'est vrai. Souvent, on a l'image en fait que Dacia c'est low cost, mais en fait, quand on voit que 60%, 70% de nos clients prennent toujours les versions les plus hautes, on voit bien qu'effectivement, ils se font plaisir aussi et ils prennent les versions qui répondent le mieux à leurs attentes. Alors, est-ce que nouvelle marque, nouvelle identité de marque, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher de nouveaux clients? Oui, ça c'est clair. On veut toujours étendre notre domaine finalement d'activité. Alors, on voit à chaque fois qu'on lance une nouvelle voiture, on va chercher des nouveaux clients. On prépare aussi l'arrivée du Bigster. Le vrai SUV du segment C qui va arriver en 2025. Qu'est-ce que c'est que le Bigster? Attends, le vrai SUV du segment C qui vient. Tu dis pas SUV, tout le monde dit SUV, SUV. excuse-moi. Le SUV, SUV, les mecs, là. véhicule qui viendra au-dessus de Duster. Mais pour ça, en fait, il faut que la marque aussi soit attractive, qu'elle intéresse les gens. Peut-être aujourd'hui, certaines personnes considèrent que Dacia n'est pas dans leur catalogue de choix. Et en fait, en changeant l'image de marque, en montrant ce vers quoi on va, on veut rendre cette marque finalement désirable. Et c'est tout l'enjeu finalement de ce programme-là. Parce que le SUV du segment C, c'est le segment le plus important en Europe, à la fois en termes de volume, mais également en termes de profit. Donc on pense qu'on a une carte à jouer sur ce segment-là. Mais moi, je veux bien dire le SUV, hein. J'ai aucun problème avec Oui, ça. moi, je dis le Bon, alors, SUV. là, on est magnifique terrasse, et puis au-dessus de l'ensemble du stand Dacia. Et puis, donc là-bas, là, il y a, c'est quoi? C'est un concept car. C'est la voiture de Big Jim. Enfin, quand nos gamins jouaient avec Ken et Barbie, c'est dans une voiture comme ça. Ça veut dire qu'ils qu'elle étaient. te plaît au moins. Je sais pas. En tout cas, elle attire l'œil. J'ai envie qu'on en parle. Tu vois, voilà. Justement, C'est ça c'est le truc qui fait est bien. pour ça. En fait, Voilà. c'est pour ça. On voulait avoir un objet qui finalement Tiens, viens, on va incarne regarder la quelque caméra. part l'évolution de la marque. Un objet qui soit un petit peu différent, qui détonne. Et Dacia a pris l'habitude au fil des années de casser les codes du Mais marché oui, mais automobile. c'est pas une marque d'aventure. Vous n'allez pas vous mettre à Ah, faire. mais quand tu vois le Duster, quand tu vois la Sandero Stepway, 70% des ventes de Sandero sont en Stepway. Les gens apprécient finalement ce design un petit peu atypique, cette capacité à sortir des chemins et des sentiers battus. Ouais. C'est un vrai marqueur de Dacia. Et donc finalement avec ce véhicule-là, Manifesto, il s'appelle. Hein. oui, en fait, c'est un laboratoire d'idées. Ouais. C'est une voiture, en fait, un objet qui montre ce vers quoi Dacia veut aller, pas forcément en termes d'objets et de carrosserie, mais vraiment le contenu qu'il y a dans les voitures. Donc des plastiques recyclés, une voiture légère, des systèmes un peu sympas comme Uclip qui permet de fixer finalement des accessoires dans la voiture. C'est tout ce genre d'éléments que tu retrouves tout autour de la voiture et qui montrent ce vers quoi Dacia veut aller, pour être toujours plus malin au quotidien. Et qui sont designés par et pour Dacia, ou qui, et on va en parler un peu plus, appartiennent à, je crois, ce que vous appelez la banque d'organes du groupe Renault. Oui, alors effectivement, nous on design nous-mêmes nos concept cars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que le concept car il reprenne finalement, il porte les valeurs de la marque. Et après, évidemment, il y a des banques d'organes, une banque d'organes au groupe Renault dans laquelle on va piocher, mais il y a également quelques petits aspects un peu malins, comme finalement les plastiques recyclés, comme ce système de fixation des accessoires qu'on développe pour donner un caractère un peu spécifique, une Non, mais personnalité à voilà, la c'est marque. ça, c'est ma réponse. C'est-à-dire les petits trucs un peu malins, là, etc. Ça, C'est vous qui Dacia. les avez, Ça, c'est Dacia, qui les c'est avez l'esprit définis. Dacia, exactement. Bon, après, on voit l'ensemble de la gamme. Là, on reste très classique quand même pour l'instant. Hein. Il n'est pas question d'aller trop chahuter quand même le nouveau consommateur. Écoute, quand Dacia est la troisième marque la plus vendue à particulier en Europe, je pense qu'on chahute déjà pas mal le marché. Troisième marque à particulier. Devant nous, il y a une grande marque allemande que je ne citerai pas, une grande marque japonaise que je ne citerai pas, mais c'est quand même Donc pas mal Volkswagen pour, et Toyota, hein, vous l'avez vu c'est quand vous-même. même pas mal pour Lavar. la marque Dacia qui finalement au fil des années a réussi à conquérir de plus en plus de clients. À chaque fois, sur 100 clients qui achètent une Dacia, seulement 25 avaient une Dacia avant, 75 avaient une autre marque.
Une génération après, sur 60 qui renouvellent une Dacia, 64 renouvellent leur Dacia dans une nouvelle Dacia. Donc ils sont contents à l'achat, ils sont contents au réachat. Le prix maintenant, c'est-à-dire que le défi industriel, aujourd'hui, donc ça reste une logique de plateforme qui est très très importante, mise en place il y a des années d'ailleurs par le groupe Renault. On parlait de gamme entry d'ailleurs à l'époque, on parle toujours de gamme entry. Oui, gamme entry, gamme global access, mais surtout on parle de la plateforme CMFB, qui est vraiment la plateforme en fait, sur laquelle on appuie finalement la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan, le nouveau Jogger et demain le nouveau Duster et le nouveau Bigster. Donc c'est vraiment finalement une plateforme sur laquelle on arrive à avoir différents types de carrosseries, avec évidemment des intérêts de synergie qui sont extrêmement intéressants pour qu'à la fin finalement le client trouve un objet très sympathique à un prix qui reste toujours au meilleur niveau du marché. Et alors on en reparlera puisque le patron de Dacia sera avec nous demain, mais la difficulté aujourd'hui, les cassures dans les chaînes de valeur, etc., ne créent pas des difficultés particulières à cette économie de plateforme? Ou au contraire, ça te permet de mieux mutualiser l'ensemble de la production? Aujourd'hui, les disruptions qu'on retrouve sur le marché, finalement, elles sont de plusieurs ordres. Quand on regarde les composants électroniques, par exemple, ça vient effectivement mettre un petit peu le bazar et tout le monde en souffre. Les Dacia sont un petit peu moins équipés en composants électroniques que la plupart des concurrents généralistes, c'est-à-dire qu'on souffre moins finalement de ces choses-là. Néanmoins, quand il y a une crise sur l'ABS est réglementaire, on est aussi impacté comme les autres. Globalement, on essaye de trouver le meilleur équilibre avec des voitures qui ont vraiment le juste essentiel. C'est vraiment en fait finalement notre leitmotiv, c'est limite un peu pathologique, tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que cet équipement, est-ce que cet item est absolument nécessaire ou pas? Des fois on se bat pour quelques centimes, des fois c'est pour quelques centaines d'euros. Et là ça fait vraiment la différence. Tu vois, un Jogger par exemple sur cette plateforme CMFB, il pèse 300 kg de moins que le 7 places moyen sur le marché européen. 300 kg. Et donc ça veut dire qu'il y a des batteries d'ingénieurs qui sont partis, parce que je crois que vous insistez beaucoup sur l'idée qu'ils partent d'une feuille blanche, avec dans l'idée on va faire, où ça vient, c'est itératif, c'est dans le processus de discussion et de création du modèle. En fait, il y a un challenge permanent. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Quand on arrive à faire une voiture du segment C qui peut transporter jusqu'à 7 personnes et qui pèse 300 kg de moins que les concurrents, en gros, tu achètes moins d'acier, tu n'as pas besoin d'avoir un moteur plus puissant, tu n'as pas besoin d'hybridation. À la fin, tu arrives à avoir une voiture à 119 grammes de CO2 qui est au meilleur niveau du marché. Et ça, c'est vraiment ce challenge limite pathologique. Toujours challenger chaque euro dans chaque voiture. On a aussi la même approche au niveau du commerce. On essaie vraiment de réduire sans arrêt les dépenses. On fait moins de campagnes de pub que nos concurrents. Et à la fin, c'est des euros qui ne sont pas payés par nos clients. Parce qu'à la fin, de toute façon, c'est soit le concurrent, enfin soit le client, soit la marque, soit le gouvernement qui paye. Et en général, ce sont les clients qui payent. Donc on fait des choix sans arrêt. Ouais, enfin, ou le gouvernement beaucoup en ce moment. Pour les incentives, effectivement. Tu es directeur marketing. J'ai beaucoup entendu dire en plus, alors c'était vrai pour la grande distribution, je ne sais pas si c'est vrai pour l'automobile, que si tu bombardes de pubs, le client justement de gamme entry, etc., se dit c'est moi qui suis en train de le payer ça. Il le sent, il le ressent, vrai? Oui, ils le sentent. Ouais, et dès qu'on sort un peu de notre domaine, ils se disent c'est plus Dacia. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on peut suivre l'activité de la marque, en fait sur les réseaux sociaux. Et dès qu'on fait quelque chose qui déborde un petit peu, tout de suite, on a un warning à la holla des réseaux sociaux. Donc on fait très attention. Vous vous embourgeoisez. Justement, qu'est-ce que vous faites, à chaque fois, on se pose la question est-ce que ça fait sens par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce qu'on garde l'esprit Dacia? Parce que je regarde, là, je voyais équipement, alors je parle sous ton contrôle évidemment, mais équipement de base, équipement de série, caméra de recul, aide au stationnement, démarrage en côte, aide au démarrage en côte. Ça, c'est de base série sur les Dacia. Sur le Duster, oui, on a besoin, oui, effectivement. Mais en fait, on cherche toujours l'équipement essentiel. Une caméra de recul, il y a quelques années, n'était pas essentielle. Aujourd'hui, elle l'est. Une climatisation, il y a quelques années, n'était pas essentielle. La climatisation régulée n'est pas essentielle. Donc en fait, à un moment donné, même à la rigueur, un écran dans ta voiture. Aujourd'hui, tout le monde a un petit objet comme ça. Ouais. Donc finalement, est-ce que tu as encore besoin d'un deuxième écran dans ta voiture? J'en sais rien, alors tu réponds quoi? Dans la Sandero de base, on a une proposition en fait où le client utilise son smartphone pour le connecter à la voiture. Donc il a fallu designer le petit logement. Exactement, et ça permet d'économiser encore quelques euros. Alors on nous dit aujourd'hui, mais franchement, enlever la navigation dans une voiture, c'est pas possible. Les gens veulent une navigation. Ouais, il y a 15 ans, tout le monde voulait un lecteur CD, je te le rappelle. Ouais. Non, et puis la navigation, enfin tu as raison, elle est sur notre portable. On l'a sur le téléphone portable. Mais oui. Donc en fait, Dacia cherche toujours à optimiser finalement la liste d'équipements.
c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour pouvoir toujours offrir le juste prix aux clients. Parce qu'en fait, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui sur les matières premières, Alors, j'allais avec y la venir. réglementation qui arrive, on a le GSR2 qui arrive, donc c'est plein d'aides à la conduite qui vont être obligatoires dans les voitures en 2024. On a l'Euro 7, donc encore plus de sévérité sur le norme de dépollution en 2026. Mécaniquement, ça va faire augmenter le prix des voitures. Donc à un moment donné, on va toujours trouver des solutions pour pouvoir, de l'autre côté, réduire un peu la facture avec des choix qui, des fois, sont un petit peu compliqués, mais qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir toujours essayer de tenir le prix client sous contrôle. Parce que c'est ça ton sujet avec l'inflation. Attends, d'abord, juste un mot, parce que j'avais jamais entendu parler du GSRD. GSR2, c'est un GSR2. Global Safety Regulation, c'est un règlement sur la sécurité en Europe en 2024. En fait, on va avoir des systèmes d'aide à la conduite qui vont devenir obligatoires sur D'accord. l'ensemble des voitures. Donc Enfin, des trucs révolutionnaires où on est globalement dans les ABS, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. ça va de plus en plus loin et à un moment donné, forcément, c'est une logique inflationniste Ouais, sur le c'est coût ça. final. Et à un moment donné, il faut quand même que la voiture reste, je dirais, un objet accessible au plus grand nombre. La voiture ne peut pas devenir un objet de luxe. Donc en fait, pour ça, on doit toujours essayer d'allumer des contre-feux, des solutions pour pouvoir toujours optimiser le prix à la fin. C'est un exercice d'équilibre qui est compliqué, mais vraiment, on se force à le faire. Parce que chaque semaine. c'est ce qui est en train de se passer. La voiture est en train de devenir un produit. Le prix de la voiture augmente plus vite que le salaire des Voilà, c'est ça. clients et à un Ouais. moment donné, ça va poser un problème. Donc en fait, pour nous, c'est extrêmement important que le prix client fasse partie, je dirais, du cahier des charges. Ça ne peut pas être juste le point de sortie. Ouais, je comprends. Il faut vraiment se dire, je voudrais avoir ça et ça dans ma voiture à ce prix-là. Et c'est Et fondamental. il y a pour un nous, c'est seuil vraiment... psychologique pour le client. Oui, il y a des seuils qui existent. Par exemple, sur une voiture du segment B, il ne faut pas dépasser les 15 000 euros. Une voiture électrique, au-delà de 20 000 euros, on passe dans un autre environnement, C'est ça. etc., etc. Une voiture du segment C, un CSUV qui dépasse les 30 000 euros, c'est un autre monde. Donc en fait, à un moment donné, je veux dire, c'est quand même l'achat. Enfin, la voiture automobile, la voiture reste le deuxième achat le plus important pour un foyer après la maison. On voit qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de pouvoir répondre à tous les défis. Les gens quand même sont aujourd'hui en recherche de solutions et en fait, on voudrait que Dacia soit une des solutions sur le marché automobile. Merci pour tout ça, Xavier. Merci, Xavier Martinet, donc, qui nous accompagnait. Mais d'ailleurs, on retrouvera demain, on continuera cette discussion passionnante. Il y a des éléments, évidemment, sur lesquels je ne suis pas allé avec toi, Xavier, mais avec qui j'irai sur le patron de la marque et notamment tout ce qui concerne la fabrication en Chine du modèle électrique. Donc, on reparlera de tout ça. On se retrouve demain sur Bismart, toujours dans les allées du Mondial de l'automobile. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.